Et c'est l'heure d'ouvrir sur Radio J, comme je le disais, comme je le promettais, le grand livre de l'histoire des Juifs de France. Et c'est comme tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Alors nous sommes depuis quelques épisodes dans les nombreux rebondissements de l'affaire Dreyfus, cet officier juif, pour rappel, accusé de haute trahison avec l'Allemagne en 1894 et qui est en détention en Guyane. À partir de 1897, l'affaire connaît un premier tournant grâce au travail du colonel Picard d'une part et du frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu d'autre part, soutenu par des intellectuels aussi. La culpabilité de Dreyfus n'est plus une évidence et c'est le commandant Esterhazy qui devient le suspect numéro 1. Coup de théâtre. À la fin de l'année 1897, Émile Zola entre en scène et Christophe, on va le voir, le soutien de l'écrivain, va remettre l'affaire au devant de la scène et susciter de très vifs débats, bien au-delà de la communauté intellectuelle. Et oui, au précédent numéro, j'avais eu l'occasion de vous raconter que Zola s'engage très tôt contre l'antisémitisme et que l'affaire Dreyfus va démontrer la véracité de ses écrits antérieurs, pas spécialement au fait du détail de l'affaire, même convaincu, il faut le dire, de la culpabilité de Dreyfus au début. Zola écrit plusieurs textes après avoir été, comme tous les Français, évidemment, stupéfait d'apprendre que Dreyfus a été victime d'une erreur judiciaire. Il écrit une première série d'articles dans le Figaro, 3 au total, entre le 25 novembre et le 5 décembre 1897. Il écrit « Ah, quel spectacle depuis 3 semaines, quel tragique, quel inoubliable jour nous venons de traverser. Je n'en connais pas qui ait remué en moi plus d'humanité, plus d'angoisse et plus de généreuse colère. J'ai vécu exaspéré dans la haine de la bêtise et de la mauvaise foi, dans une telle soif de vérité et de justice que j'ai compris les grands mouvements d'âme qui peuvent jeter un bourgeois paisible au martyr. » Zola conclut « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. » Entre-temps, le Figaro publie une lettre du Hulan de Ferdinand Walsin-Esterhazy dans laquelle il fait état d'une détestation de la France. Et je vous cite justement un extrait de cette lettre plutôt délirante. « Si ce soir on venait me dire que je serais tué demain comme capitaine de Ulan en sabrant des Français, je serais parfaitement heureux. Je ne ferais pas de mal à un petit chien, mais je ferais tuer 100 000 Français avec plaisir. Aussi, tous les petits potins de perruquiers en goguette me mettent-ils dans une rage noire, et si je pouvais, ce qui est plus difficile qu'on ne croit, je serais chez le Mahdi dans 15 jours. Ah, on dit que Léon a venimé lâche, et les hommes immondes qui vont d'une femme à autre colporter leur ragoût de lupanar, comme cela ferait triste figure dans un rouge soleil de bataille, dans Paris pris d'assaut et livré au pillage de 100 000 soldats ivres. Voilà une fête que je rêve. » Effectivement, cela fait d'Esterhazy un traître en puissance, mais le camp Dreyfusard a reçu un premier coup dur. Après avoir étudié le fameux bordereau, 3 experts concluent que le document n'est pas l'œuvre d'Esterhazy, qui demande lui-même à être jugé. Et puis parallèlement, à l'instar de Zola, d'autres écrivains s'engagent en faveur de Dreyfus et demandent la révision du procès. Et parmi elles, des personnalités juives méconnues aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient éminentes. On peut citer le philosophe et sociologue Lucien Lévy-Bruhl, qui est l'un des collaborateurs de celui que l'on présentera à juste titre comme le père de la sociologie moderne, Émile Durkheim. On peut aussi ajouter un autre juif originaire d'Alsace, c'est peut-être important puisqu'il faut rappeler que Dreyfus était originaire d'Alsace, Lucien R, le bibliothécaire de l'École normale supérieure, un socialiste. Ce Lucien R connaît Thaddée Nathanson, directeur et principal animateur d'une publication littéraire artistique de tendance anarchiste, La Revue Blanche, et grâce à cette relation, Lucien R entre en contact avec des socialistes qui écrivent pour cette revue, notamment Léon Blum, alors tout jeune magistrat au Conseil d'État, il a une vingtaine d'années, et le député est déjà figure du socialisme à l'époque, Jean Jaurès, avec pour objectif bien sûr de leur demander de soutenir le capitaine Dreyfus. Et on peut dire que R effectue avec Jaurès une belle prise, si on peut dire, car ce dernier était convaincu de la culpabilité de Dreyfus, tout comme d'ailleurs Georges Clemenceau, qui finalement va se ranger lui aussi dans le camp Dreyfusard. Alors le 11 janvier 1898, le Conseil de guerre vote à l'unanimité l'acquittement d'Esterhazy. C'est un nouveau coup dur pour les Dreyfusards. Des émeutes antisémites éclatent, notamment en Algérie, ce qui fera l'objet d'un prochain épisode d'ailleurs de l'histoire des Juifs de France. Le colonel Picard, accusé de violation du secret professionnel, est arrêté. 2 jours plus tard, le 13, Émile Zola, furieux de cette situation, écrit un article publié en première page du journal L'Aurore avec le titre « J'accuse ». C'est l'une, bien sûr, des plus célèbres unes de l'histoire de la presse française. Écrite en forme de lettre ouverte au président de la République Félix Faure, anti-Dreyfusard,
Dreyfusards, cette tribune rompt avec la patience et le calme des Dreyfusards qui se contentaient jusque-là de dire simplement que Dreyfus était innocent et qu'il fallait une révision de son procès. Zola cite ceux, en fait, dans ce long article, qui sont, selon lui, coupables et mêlés à l'affaire. Il écrit, par exemple, à propos de celui qui a arrêté Dreyfus, je le cite, « Un homme néfaste a tout mené, a tout fait, c'est le colonel du paty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière. On ne le connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi notamment ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant aux moyens des romans feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent de nuit des preuves accablantes. » Vous voyez, Zola, il va quand même, il cite des noms et puis il les épargne pas, il dénonce les silences, il dénonce les complots de l'état-major et du ministre de la guerre. Alors il faut savoir que vendu habituellement à 30 000 exemplaires, ce qui n'est pas énorme, l'Aurore, journal républicain socialiste dans lequel travaille d'ailleurs Bernard Lazare, dont on a parlé, eh bien l'Aurore va s'arracher évidemment avec Zola à près de 300 000 copies. C'est énorme. Alors le procès est inévitable pour Zola qui vient de jeter un pavé dans la mare. En attendant, il suscite le débat et dans la foulée, plusieurs personnalités signent une pétition dans le journal Le Temps pour réclamer une révision du procès. Et on trouve les noms de Zola, bien sûr, mais aussi ceux de l'écrivain et critique Anatole France, futur prix Nobel de littérature, l'historien Daniel Halévy, le jeune écrivain Marcel Proust, qui n'est pas encore très connu et n'a pas encore entamé l'écriture de cette cathédrale qui est à la recherche du temps perdu. On trouve aussi les noms du sociologue Émile Durkheim, du peintre Claude Monet ou encore de l'écrivain Jules Renard, l'auteur de Poil de carotte. Alors pendant plusieurs mois, les écrivains et les intellectuels vont se déchirer entre pro et anti-Dreyfusards. Si nous avons parlé des Dreyfusards, mais qui sont ceux toujours convaincu de sa culpabilité? Alors on retrouve là bien sûr Édouard Drummond, cela ne vous étonnera pas, Charles Maurras, nationaliste, monarchiste, antisémite, qui d'ailleurs fondera bientôt l'Action française, Léon Daudet, le fils de l'écrivain, qui lui aussi rejoindra les rangs de l'Action française quelques années plus tard, puis aussi le poète Paul Valéry, ou encore le journaliste et polémiste Henri Rochefort, qui d'ailleurs avait été à la tête d'un journal antisémite, et puis l'écrivain Maurice Barrès, qui au début était plutôt Dreyfusard, puis qui va devenir anti-Dreyfusard. Faut dire que Maurice Barrès avait quand même une certaine, était antisémite, puisqu'il avait accepté de faire partie d'une commission chargée de départager les candidats à un concours organisé par la libre parole de Drummond sur, je cite, les moyens pratiques d'arriver à l'anéantissement de la puissance juive en France. Et puis les peintres Degas aussi, ou encore Cézanne et Renoir se rangent également dans le camp anti-Dreyfusard. Alors c'est de manière générale la société qui se fracture entre les partisans de Dreyfus et ses opposants. Un célèbre dessin d'ailleurs publié dans le Figaro en février 1898, signé du dessinateur Carandache, est intitulé « Un dîner en famille », montre deux scènes distinctes, l'une représentant une famille attablée pour le début du dîner avec le texte « Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus » et la seconde représentant la même famille plus tard, se battant autour de la table avec le texte « Ils en ont parlé ». Et oui, c'était vraiment effectivement symbolique effectivement de cette affaire. C'était peut-être vraiment comme ça que ça devait se passer. En tout cas, les événements en plus de ce mois-là ne sont pas vraiment de nature à apaiser la situation. Le colonel Picard lui purge une peine de 60 jours aux forces du Mont Valérien. Le procès de Zola pour diffamation s'ouvre aux assises de la Seine. Vous imaginez, dans une ambiance de grande tension. Les anti-Dreyfus sont là, ils organisent des émeutes à l'extérieur de la salle d'audience. Zola est menacé, il doit être protégé par un important dispositif policier. Et 2 semaines et demie après l'ouverture du procès, le 23 février 1898, Zola est condamné à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. C'est, on peut le dire, à la peine maximale. Mais en fait, pour les Dreyfusards, ce procès est une victoire car il a mis en fait en lumière toute l'affaire au devant de la scène, ces zones d'ombre, les personnalités au rôle trouble que la plupart des Français ignoraient alors totalement. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Et effectivement, les Dreyfusards reprennent la main petit à petit. Et c'est ce que nous verrons au prochain épisode de notre série avec l'ouverture en 1899 du procès en révision enfin d'Alfred Dreyfus.